On y va. Alors, bon après-midi et merci beaucoup à Madame Rivasi pour avoir invité la Commission ici dans ce débat. Je vais changer de langue, je parle en anglais parce que sinon ça va être très difficile pour moi de vous expliquer ce que nous faisons. Okay, so good. In early 2000, au début des années 2000, la Commission a présenté toute une série de propositions pour créer un cadre européen pour la sécurité nucléaire et la gestion des déchets nucléaires. Il a fallu du temps pour arriver à créer ce cadre, du fait des différents intérêts en présence et aussi du fait des différences de compétences entre le niveau européen et le niveau national. Il y a eu différentes interprétations entre d'un côté la Commission et de l'autre les États membres. Toutefois, en 2009, la première directive sur la sécurité nucléaire a été adoptée au Conseil et le 19 juillet 2011, il y a eu ensuite l'adoption d'une directive créant un cadre pour la gestion sûre des déchets radioactifs. On l'appelle généralement la directive sur les déchets radioactifs. Aujourd'hui, cela fait donc 8 ans, presque 9, que cette directive est entrée en vigueur. Les États membres ont eu 2 ans pour la transposer, donc jusqu'en 2013, et il y a eu 2 ans de délai supplémentaire pour remettre à la Commission des programmes nationaux sur la manière dont les États membres entendaient gérer les déchets radioactifs. Donc, on parle de 8 ans, presque 9, mais en fait, c'est beaucoup moins de temps qui s'est écoulé depuis que l'on a une bonne idée générale de la situation du fait des rapports présentés sur la gestion des déchets nucléaires dans toute l'Union européenne. Je voudrais aussi préciser que cette législation est un exemple unique au monde. L'Europe est la seule région qui a des règles contraignantes du point de vue juridique pour la sécurité nucléaire et pour la gestion des déchets. La directive repose sur plusieurs piliers. Tout d'abord, éviter tout fardeau pour les générations à venir, la sécurité pour la gestion des déchets et la participation publique et la consultation publique lors de la prise de décision. Les questions que nous devons nous poser aujourd'hui, oui. Les questions que nous devons nous poser aujourd'hui sont les suivantes. Où en sommes-nous et où allons-nous? Alors, nous ne sommes pas seuls à mener ces réflexions. Il est important peut-être d'attirer votre attention sur le fait que la Cour des comptes de l'Union européenne va publier un rapport le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, sur la mise en œuvre des directives sur la sécurité nucléaire au sein de l'Union européenne. Je pense que ce rapport sera une possibilité intéressante de faire le bilan de la manière dont les choses sont vues au niveau des institutions européennes également. Je vous ai parlé des grands piliers de cette directive, une gestion correcte et sûre des déchets et du combustible irradié. Et ces principes de gestion des déchets et du combustible vont dans le droit fil des accords internationaux sur la gestion des déchets et du combustible irradié. Il s'agit ici d'une convention commune de la EIA. Comme je le disais,
le principe est qu'il faut intervenir dès le départ et jusqu'à la fin du cycle. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question des déchets dès le départ, lorsque l'on crée ou prévoit des installations, de nouveaux réacteurs ou bien d'autres installations de recyclage du combustible. Et la sécurité doit être bien sûr envisagée sur le long terme. Donc cette directive, de manière assez explicite, préfère l'enfouissement géologique à d'autres mesures de gestion des combustibles irradiés. Les coûts doivent être supportés par ceux qui créent les déchets. Alors on ne parle pas explicitement du principe pollueur-payeur, mais il est dit dans la directive que les coûts doivent être supportés par ceux qui génèrent les déchets. Et enfin, le processus décisionnel doit être transparent et documenté, et il doit reposer sur des preuves tangibles. La directive, et je voudrais le rappeler, la directive est la première à avoir établi ces principes en droit. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que la Commission peut poursuivre les États membres s'ils ne respectent pas les principes et exiger des preuves de la part des États membres quant à la manière dont ils mettent en œuvre ces principes. La question est de savoir si l'architecture de la directive est suffisamment forte pour résister à une procédure contradictoire, par exemple devant la Cour de justice, si jamais nous en arrivons à cette étape ou à ce type de mesure. Voilà ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on réfléchit au cadre européen. La Commission a présenté un premier rapport en 2017 sur la mise en œuvre de la directive. Les rapports reportent sur des informations qui sont fournies par les États membres et nous venons de publier le deuxième rapport fin décembre de l'année dernière. Jusqu'à présent, ces rapports donnent une idée générale de la situation et ils s'accompagnent de documents de travail qui détaillent la situation État membre par État membre. Ils prévoient aussi un inventaire de la situation. Dans le deuxième rapport, pour la première fois, nous allons pouvoir indiquer des projections quant à ce qu'il en sera de l'évolution des quantités de déchets dans les 10 années à venir. Ce rapport porte sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2019, donc la Grande-Bretagne est bien sûr aussi inclue dans ce rapport. Il y a une question qui a déjà été soulevée en 2017 et qui a été répétée. Les États membres ont des classifications de déchets différentes et des approches différentes. En fait, cela dépend de leur tradition nationale dans la manière dont ils envisagent le cycle des déchets. Et ces différences ont bien sûr posé des problèmes lorsque nous avons tenté de recenser les chiffres, de savoir ce qu'il en était des stocks. Et nous travaillons avec les États membres de l'Union européenne, mais aussi avec les agences internationales, avec bien sûr l'AIEA à Vienne, mais aussi avec l'agence nucléaire de l'OCDE à Paris. Et nous avons des outils qui nous ont permis de surmonter un certain nombre de difficultés lorsque nous avons récolté les données. Alors pour les chiffres, eh bien, nous avons à peu près 3,5 millions de mètres cubes de déchets, 90% est en surface. Dans un certain nombre d'États membres, on a déjà un recul assez long dans ce domaine. Nous avons
ici des déchets à faible et moyenne activité et 79% avaient été déclarés comme étant traités à la fin de l'année 2017. Et je ne suis pas rendue à Bure, mais je me suis rendue en Finlande l'année dernière. Donc j'ai pu aussi me faire une idée de ce dont nous parlons aujourd'hui. Il est vrai que la directive dit que il est accepté au niveau technique que l'enfouissement représente pour l'instant la solution la plus sûre pour les combustibles irradiés, pour les déchets à haute activité. Donc j'attends avec impatience d'entendre l'avis des experts à ce sujet. Passons aux combustibles usagés et aux déchets à haute activité. Dans ce domaine, on a peu progressé de manière générale, sauf dans 3 États membres, la Finlande, la Suède et la France, pays qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine en préparant des sites de stockage géologique, et l'Union européenne en tant que l'Europe en tant que continent est sans doute le continent qui a le plus fait dans ce domaine, qui est le plus avancé. Est-ce que ces solutions permettront de répondre aux exigences de la directive, à savoir est-ce que l'on évitera un fardeau trop important pour les générations futures? Est-ce que ces sites de stockage sont réversibles ou non? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre lorsque l'on parle des générations futures. Vous voyez ici que sur ce transparent, on a des programmes nationaux avec des approches nationales, et les décisions, ou de nombreuses décisions, ont été prises qui portent sur un échéancier très long. On parle de décisions qui ont des portées jusqu'en 2060, par exemple. Alors, il y a toujours 2 avis. Certains disent que si un certain nombre de décisions sont prises plus tard, eh bien, ces décisions pourront faire appel à l'expérience d'autres pays et être mieux fondées. D'autres disent que si des décisions ne sont pas prises, c'est simplement par manque de volonté de prendre des décisions et de trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, la directive prévoit que la recherche et le développement doivent être menés de manière cohérente par les États membres. Et vous voyez ici sur la carte que ce n'est pas vraiment le cas partout. Il y a enfin la question de la transparence que je voudrais aborder. Dans le cadre de la transposition de la législation, et j'y reviendrai, la Commission n'a pas constaté de gros problèmes en termes de transparence. Il n'y a pas eu de gros problèmes de transparence. Mais si vous prenez notamment l'expérience des pays nordiques, eh bien, vous vous rendrez compte que c'est dans ces pays que la transparence a été la meilleure, avec toute une série de projets qui ont bien avancé, et il faut le souligner. Il y a un sujet qui relève des programmes nationaux, c'est le KPI ou les indicateurs de performance. Ce sont des indicateurs qui sont censés nous donner une bonne vision de la situation quant à savoir si, oui ou non, les États membres mettent en œuvre des programmes nationaux et s'ils sont efficaces. Et je crois que c'est la partie du texte qui a peut-être fait l'objet du plus grand nombre de
malentendus. Dans le cadre de nos rapports, nous nous rendons compte qu'on se concentre beaucoup sur différents jalons, mais pas tellement sur des indicateurs de performance clés. Or, ces indicateurs de performance permettent de mesurer le taux de succès, et pas simplement si on a atteint ou non un objectif. Nous utilisons ces indicateurs dans le travail de suivi de la Commission dans 3 pays auxquels l'Union européenne offre son aide. Alors il y a des faiblesses, notamment dans l'évaluation des coûts des programmes nationaux. Là, il y a un certain nombre d'incertitudes qui perdurent. Nous avons des fourchettes entre 482 et 566 millions, y compris la Grande-Bretagne, qui est l'un des 3 grands acteurs dans ce domaine avec la France et l'Allemagne. Et nous parlons ici plus ou moins d'une part qui correspond aux 3/4 de la part totale des 28 États membres. Nous avons des programmes qui portent sur les décennies à venir avec donc une certaine marge d'incertitude. Ces incertitudes concernent notamment l'utilisation de différents taux d'intérêt. Nous avons des incertitudes qui dépendent de l'inflation. Alors nous nous sommes penchés sur ces facteurs. Nous avons un certain nombre d'études qui ont été menées suite à la publication de ce que l'on appelle le PINC. Je n'arrive pas à retrouver ce que ça signifie. Le programme indicatif nucléaire. Voilà, j'en perds mon anglais. Et dans ce document, nous avons identifié un certain nombre de coûts. Nous avons réalisé des études pour savoir exactement ce qu'il en est de ces coûts. Nous sommes en train de finaliser cette étude, mais il y a un point qui est important. Nous avons fait une étude sur le profil de risque des fonds. Je crois que ces travaux n'ont pas été finalisés ni publiés encore. Et on se rend compte qu'il y a des différences entre le taux normal d'inflation et le taux utilisé en Suède, le taux d'inflation nucléaire qui semble être une extrapolation de coûts dans le secteur nucléaire plutôt qu'un taux d'inflation normal au sein de l'économie, et ça semble plus approprié pour évaluer les éventuels coûts. Il y a un autre sujet sur lequel se penche la directive et qu'il ne faut pas sous-estimer. Il s'agit d'une revue par les pairs internationale quant à la gestion des déchets. Cet outil de revue par les pairs est un outil très important parce que les États membres peuvent ainsi voir ce qu'il en est des méthodologies, des pratiques utilisées dans d'autres États membres. Nous avons travaillé avec l'agence nucléaire. Nous avons développé un outil qui s'appelle Artemis et qui est aujourd'hui utilisé dans les États membres. Tous les 10 ans, les États membres doivent se soumettre à une évaluation par les pairs, cela figure dans la directive, et les États membres doivent faire en sorte que les résultats soient publiés. Donc c'est intéressant de savoir cela. Et nous avons un délai qui est le 23 août 2023. Donc on a encore un petit peu de temps avant d'atteindre cette date, mais plus tellement. Avant de conclure, je voudrais vous dire que, du fait du rapport de la Cour des comptes qui va être publié bientôt, il est important
de souligner le fait que la Commission se penche bien sûr sur la question de l'application de la directive. Nous avons ouvert 32 procédures pour infraction, à la fois pour des infractions à la transposition de cette directive et des infractions qui portent aussi sur les programmes nationaux. Donc nous avons déjà notifié ces infractions. Il y a des cas où les infractions sont assez patentes. Par exemple, si un État membre n'a pas préparé de programme national, à ce moment-là, après une action en justice, nous l'avons emporté et nous avons pu finaliser la procédure et faire en sorte que le pays concerné fournisse ce programme. Il ne s'agit pas du fond, il s'agit simplement de la forme ici. Parce que nous avons demandé ce rapport. Nous n'avons pas encore émis d'avis sur le contenu de ce programme, mais il fallait que ce programme soit fourni. Et nous avons aujourd'hui une décision de justice qui nous permet de faire en sorte que la transposition de cette directive soit prise au sérieux. La conclusion générale de la Commission dans le deuxième rapport est que les États membres ont avancé, ils ont pris au sérieux leurs tâches et ils ont fait en sorte de réduire le fardeau qui pèsera sur les épaules des générations futures en prévoyant une gestion correcte des déchets, mais il faut faire encore plus, notamment pour ce qui est de l'élimination des déchets à haute activité, pour ce qui est des fonds, pour ce qui est de la coopération internationale et pour ce qui est de la prévision des capacités. Comme je le disais, il faut continuer à être très attentif à un certain nombre de questions, par exemple les indicateurs de performance et la révision par les pairs. Les autorités de sécurité qui se penchent sur les mesures de gestion des déchets, c'est très important, doivent être indépendantes de toutes les autres instances. Voilà, je vais conclure sur ces termes et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Gariba. Enfin, une ou deux remarques par rapport à votre intervention. Il serait quand même urgent d'avoir une définition commune de ce qu'on appelle des déchets radioactifs. Parce que vous ne pouvez pas demander des plans nationaux de déchets radioactifs si on n'a pas la même définition. Et nous, les Français, on est très forts. Parce qu'on a déchets radioactifs et matières radioactives. Mais matière radioactive n'étant pas un déchet radioactif. Vous comprenez ? L'uranium retraité, l'uranium appauvri, etc. Donc ça, je trouve que si on avançait là-dessus, ça serait bien. Parce que l'inventaire de vos plans, on peut difficilement faire quelque chose si on n'a pas la même définition. Oui. Et ça, là-dessus, nous, on peut se bagarrer, mais il faut avoir votre soutien. Hein, et pas accepter que les États membres vous rendent des rapports qui ne disent pas la même chose. Et puis, quand vous parlez d'Artémis, juste, Artémis, il y a l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Et vous savez que nous, les Verts, on est très sensibles aux conflits d'intérêts. Quelle confiance on peut accorder à l'AIEA, qui est un promoteur de l'énergie nucléaire civile, même si elle est critique sur l'énergie nucléaire militaire. Alors, je vous soumets une idée, c'est que l'expertise vienne de l'Europe et pas de l'AIEA. Vous voyez, quelle confiance on peut accorder à des promoteurs de l'énergie nucléaire civile? Vous voyez que ça déjà, nous, que ça soit Artémis, Jupiter ou un autre, ça n'a plus de sens, quoi. Voilà. Juste une petite remarque, mais que vous faites remonter. Hein, vous pouvez répondre, oui, allez-y. Merci beaucoup. Je pense que le point sur les définitions, c'est un bon point. On est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. On travaille avec, comme je dis, les États membres et tout ça. Bien sûr, dans la directive, il y a une définition. Et ça, c'est la définition qui est retenue pour la présentation de nos rapports et des inventories qui sont associés. Now, for what concerns Artemis and... En ce qui concerne Artemis et l'AIEA,
Il me semble qu'il y a un élément important à mentionner. L'AIEA promeut l'énergie nucléaire, c'est ce que vous nous avez dit, mais l'AIEA compte 3 départements. Un département sécurité qui s'occupe aussi des déchets, qui a un rôle politique clair pour ce qui est de la sûreté et de la non-prolifération. Et comme vous le savez très bien, en ce moment, on parle des sauvegardes sur la scène internationale, donc c'est un élément important à mentionner. Mais il y a une différence entre la directive sur la sécurité et la directive sur les déchets. La directive sur la sécurité prévoit 2 types de révision par les pairs. L'une qui est une révision internationale par les pairs et qui est basée sur un système de révision intégrée de l'AIEA. Et puis il y a également, depuis 2014, une révision européenne qui se penche sur des aspects spécifiques portant sur la sécurité. Et vous savez probablement que le premier exercice s'est terminé en 2018, il y a 2 ans désormais, 1 an et demi. Et il est prévu, comme pour les tests de résistance, de se pencher sur le volet amélioration. Cette révision par les pairs est importante. En effet, et c'est un exercice qu'il faut renforcer. Cette directive est encore assez jeune, comme je l'ai dit, et donc il faudra suivre sa mise en œuvre, y travailler, et nous avons besoin bien sûr du soutien du Parlement pour ce faire. Et nous sommes